Bonjour à tous. Question. Pourquoi n'iriez-vous pas à l'instant retirer tout votre argent qu'il y a sur vos comptes et jouer au casino cet argent à la roulette? Vous me répondrez certainement que j'ai des factures à payer, que je dois me nourrir, je vais pas dilapider tout mon fric aussi bêtement, etc., etc. En tout cas, c'est ce que moi je répondrais, et je pense que pour la plupart, vous auriez à peu près la même réflexion. Cette réflexion, elle paraît tout à fait rationnelle, chiffrée. Je gagne tant, il me faut tant pour payer mes charges, et pourtant, c'est de l'émotionnel qui est à l'origine de ce raisonnement. En effet, si vous avez plus de fric, vous allez finir à la rue, pauvre, sans nourriture, et ça fait peur. Et la peur, jusqu'à preuve du contraire, c'est bien une émotion. Donc, votre pensée rationnelle a une base émotionnelle. La peur du manque et de ne pas avoir de quoi vivre, il est là, entre autres, le moteur de vos actes et pensées. C'est finalement une émotion très primaire qui vous permet d'aborder cette réflexion qui vous semblait de base très rationnelle. Et donc la question philosophique est, et si toutes nos réflexions à chaque seconde de la journée avaient une base émotionnelle? C'est ce que Antonio Damasio a découvert. Damasio, lui, c'est un neuroscientifique. Le gars, il a tout gagné, il a tous les diplômes, il a tout vu, il a tout fait, il a tout compris. Et voici ce qu'il a découvert dans le fonctionnement de notre esprit. En substance, ce qu'il dit, c'est que l'émotion et la raison, ce sont les mêmes choses, mais à des stades différents. C'est-à-dire que votre pensée, au départ, a débuté par de l'émotion, a suivi un processus dans votre cerveau et se termine par l'output final qui est la réflexion raisonnée. Raisonnée avec des grosses guillemets, hein. Et ça, du point de vue non-verbal, c'est une dimension hyper importante à prendre en considération. Et ça, on en parle maintenant. Oui, aujourd'hui on va parler des émotions, alors on va tenter une petite définition. L'émotion, c'est la réaction psychophysiologique. Ouais, c'est pas faux. Ok, psychophysiologique. Psycho, car sa naissance arrive par le psyché, c'est-à-dire que c'est dans notre tête que ça se passe en gros. Et physiologique, car les conséquences d'une émotion agissent sur notre corps. Le pouls, la tension, le cœur, etc. L'émotion, c'est la réaction psychophysiologique qui vous incite à vous adapter à une situation afin de maximiser vos chances de survie. Donc toutes les émotions ont une bonne raison d'être et sont indispensables à la survie de notre espèce. Pour mieux comprendre tout ça, dans cet épisode, je vais notamment aborder le fonctionnement du cerveau. Et autant vous dire que ça va être de la bonne grosse vulgarisation. Je suis pas neuroscientifique, j'ai des contraintes de durée et de rythme liées à la vidéo afin de vous garder accroché à mon propos, et j'ai beaucoup hésité si je devais aborder le fonctionnement du cerveau dans le détail ou en surface. Et pour tout vous dire, j'ai beaucoup écrit, enregistré, réécrit et réenregistré cet épisode. Mais je me suis fixé et on y va. J'ai choisi la stratégie de la simplification et donc vous êtes prévenus. Surtout s'il y a des gens qui bossent dans le domaine, cet épisode va faire des raccourcis énormes. D'ailleurs, je vais mettre un petit logo. Tu la sens ma grosse vulgarisation. Voilà, on est prêt. On y va. À chaque seconde et à chaque acte de notre vie, notre cerveau est mobilisé et active en permanence plein de régions dans notre boîte crânienne pour faire fonctionner tout ça. Même pour les choses les plus simples. Mais nous, on va vulgariser ce fonctionnement et on peut résumer la création de nos pensées ainsi. Pour faire un parallèle, lorsqu'on observe un fœtus humain en développement, on remarque qu'il passe par plein de stades de l'évolution de notre espèce, mais en accéléré. D'ailleurs, pendant le développement du fœtus, on voit qu'on a une queue à l'origine et que celle-ci disparaît pour devenir notre coccyx. Il y a donc une forme d'évolution rapide qui nous fait passer par nos origines archaïques pour nous amener vers notre physiologie d'humain. Notre cerveau, c'est un peu pareil. Il a une première couche, centrale et ancestrale, que l'on nomme le cerveau reptilien.
Cette partie est très archaïque et s'occupe du fonctionnement primaire dans notre fonctionnement. Puis vient s'ajouter une deuxième couche qui est apparue beaucoup plus récemment dans notre évolution et qui se nomme le cerveau limbique. Cette partie de notre encéphale est plus complexe et est, entre autres, le berceau de nos émotions. Nous avons finalement le néocortex qui vient se poser au-dessus des deux premiers. Celui-ci est l'apogée de notre capacité intellectuelle. C'est la partie du cerveau qui est apparue le plus récemment et qui est particulièrement présent chez les grands primates. Ce dernier est spécialisé dans les pensées complexes, il est capable de se projeter dans le temps, calculer, rationaliser. Bref, la preuve que l'humain est un être supérieurement intelligent. Mais une minute, ça fait combien? Ça fait 60 secondes. Eh ben... Multiplie par 2, mais c'est toi qui es con, tu connais rien en calcul. Eh ben, Ça fait 120 secondes. 120 secondes, ça fait une minute pas, ça fait pas 2 minutes. C'est moi qui a raison. L'idée est la suivante, c'est que chaque pensée n'est pas traitée de manière indépendante dans chaque région du cerveau. Du genre, quand c'est une émotion, c'est le cerveau limbique, et quand c'est du rationnel, c'est le néocortex. Non, chaque pensée est traitée en passant par chaque partie du cerveau. Voici un exemple. Je pose devant vous un bon gâteau au chocolat. Le cerveau reptilien va traiter cette information de manière binaire, et il va se dire « bien ou pas bien ». Pour le gâteau, en l'occurrence, il se dit que c'est bien. C'est bon pour la survie. Alors attention, quand je dis que le cerveau va se dire que c'est bien, il ne faut pas prendre ça au premier degré. Le cerveau ne se parle pas lui-même. Il ne vous chuchote pas cette opinion dans vos têtes. Non, c'est une réaction physiologique, automatique, qui est plus de l'ordre du ressenti et de l'inconscient, et qui peut même aller à l'encontre de ce que votre néocortex rationnel pense et a envie de faire. Donc, si notre gâteau au chocolat, c'est bien, le cerveau reptilien se dit que c'est positif, les pupilles se dilatent légèrement car il y a un intérêt pour le gâteau, et les premières réactions physiologiques de base vont se mettre en place. Mais qu'on soit bien d'accord, il n'y a rien de vraiment conscient là-dedans. C'est le corps qui parle ici. L'information est ensuite traitée dans notre cerveau limbique. Il provoque chez lui une émotion. Dans notre exemple ici, ce serait la joie. En effet, ce gâteau va créer de la joie car c'est une émotion qui est moteur pour agir. Très utile d'avoir ce type de moteur pour la survie car en effet, il vous pousse à aller chercher ce qui est bon pour vous. Vous allez donc avoir de l'enthousiasme à manger ce gâteau. Petite parenthèse, quand je dis que manger ce gâteau c'est bon pour vous, évidemment ça dépend de votre situation. Si vous faites du diabète, évidemment c'est pas bon pour vous. Quand j'exprime cette idée, je fais référence au fait que beaucoup de nos mécanismes psychologiques sont encore très archaïques. Et quand nous percevons autour de nous quelque chose de gras, notre cerveau a tendance à nous jeter dessus parce que, à l'époque, quelque chose de gras signifiait survivre plus longtemps. Le dernier niveau, c'est le néocortex. Ici, vous allez avoir une pensée plus complexe. Vous allez pouvoir inclure des subtilités qui sont liées au contexte de la situation. Par exemple, certes, j'ai envie de bouffer ce gâteau, mais ce gâteau, c'est celui de l'anniversaire de mon fils, c'est pas encore l'heure de le manger, il faut donc que j'attende qu'il souffle les bougies, et là, je pourrais m'en servir une part. Et oui, une seule part, je ne pourrais pas tout manger, car il y a plein d'invités, mais j'espère qu'ils en laisseront un petit bout, comme ça, je pourrais encore en avoir un petit peu ce soir en guise de dessert, et patati et patata, etc., et 3 petits points. Ainsi, si je fais une métaphore sur comment fonctionne tout ça, en utilisant l'idée d'une palette de couleurs pour illustrer nos réactions d'humains. Le reptilien fonctionne donc en noir et blanc. C'est un raisonnement binaire de type bien pour la survie ou pas bien pour la survie. Le limbique, lui, fonctionne comme une palette de couleurs de base. Quelques couleurs à disposition, cela donne un spectre, et des variantes plus subtiles que simplement bien ou pas bien. Et finalement, le néocortex qui lui dispose de la palette de couleurs entière, avec toutes les subtilités possibles. Et cela signifie donc que cela prend beaucoup plus de temps au néocortex de trouver la bonne couleur, sous-entendu le bon comportement, alors que le reptilien et le limbique ont déjà provoqué des réactions physiologiques. Et donc la façon dont les stimuli sont traités passe par toute la chaîne, commençant par le reptilien et allant jusqu'au néocortex pour arriver à votre réaction finale. Je vous donne un autre exemple, je suis persuadé que vous l'avez déjà vécu. Vous savez ce moment où vous vous baladez en forêt et que du coin de l'œil, vous apercevez quelque chose qui ressemble à un serpent ou une araignée. Ça vous fout les boules
Et finalement, à bien y regarder, c'était juste un morceau de bois. Et je vous explique ici pourquoi vous avez eu peur d'un morceau de bois. Donc, étape 1, vous apercevez ce qui ressemble à un serpent. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que c'est ça? L'info arrive dans le cerveau reptilien et il vous dit que c'est pas bon. Très vite, l'info, elle est balancée dans le cerveau limbique, plus particulièrement au niveau des amygdales. C'est deux petites parties dans notre cerveau dont l'une des tâches principales est la gestion du danger. Et si les amygdales croient avoir vu un serpent, principe de précaution. On ne réfléchit pas, on envoie l'alarme. Et par alarme, j'entends, on active une émotion qui est la peur. Qu'est-ce que c'est ça au bout du lit? Et qui a pour mission de préserver votre intégrité, que ce soit par la fuite, le combat ou autre. Mais quoi donc? Vite le truc, faites quelque chose! Mais quoi, le machin vert là! À ce stade, votre néocortex n'a pas encore pris conscience si le danger est réel ou non. C'est pour cela que vous ressentez de la peur à ce moment-là, alors que concrètement, il n'y a pas de danger. Mais c'est avec ce genre de réaction, de surprotection, que nous maximisons nos chances de survie. La sélection naturelle a favorisé ce type de comportement, et vraisemblablement, les individus doués de ces réflexes ont mieux survécu par rapport à d'autres qui n'avaient pas ce système d'alarme. Finalement, l'information continue son chemin jusqu'au néocortex, qui va prendre le temps d'analyser ce qui se passe réellement, qui va prendre conscience qu'il n'y a pas de vrai danger, et qui va calmer tout le système qu'on venait d'activer avec l'émotion de la peur. Mais c'est mon bandeau que je mets dans les cheveux. Oh la vache! Qu'est-ce que vous voulez que ce soit? Le néocortex, en plus de rationaliser, il a également pour tâche de contrôler, gérer, voire même masquer les émotions selon la situation. Et il le fera tant bien que mal, car ce n'est pas toujours simple de gérer une émotion, surtout si cette dernière est intense. Vous seriez pas la trouille des serpents par hasard? Non mais ça va pas, non. Et si je refais maintenant le lien avec le langage non verbal, voici ce que l'on peut retenir du fait que les émotions précèdent la raison. Cela signifie deux choses. 1. En termes de rapidité de traitement, l'émotion apparaît avant la raison. Ainsi, une information traitée par notre cerveau risque d'apparaître dans notre langage non verbal, même de manière rapide, car le néocortex n'a pas encore eu le temps de gérer l'émotion provoquée par le stimuli. Ainsi, si l'on souhaite masquer une émotion, nous risquons malgré tout d'en laisser échapper un petit bout en attendant que le néocortex agisse. Et ça, c'est donc une hypothèse tout à fait sérieuse pour l'explication de ce qu'on appelle les micro-expressions. Les micro-expressions sont ces micro-réactions qui durent que quelques dixièmes de seconde sur notre visage et qui trahissent l'émotion que l'on ressent. Un exemple que vous avez déjà vu, l'information tombe, Les fédéraux ont donc commencé à passer les deux plus grosses églises noires de l'État au peigne fin. le limbique envoie l'émotion, ici le sourire et le contentement, Regardez bien sa bouche. Le suspect cache sa joie quand je lui parle des églises que la police est en train de fouiller. et ensuite le néocortex filtre et gère l'émotion. 2. L'émotion est à la racine du raisonnement, et si l'émotion est trop forte, il vous sera impossible de masquer cette dernière grâce à votre néocortex et votre raison. Ainsi, l'émotion débordera quand bien même vous souhaitez la masquer en toute conscience. Un autre point intéressant, sur lequel on peut maintenant s'interroger, c'est puisque nous savons maintenant que les émotions font partie intégrante de notre fonctionnement, est-ce que l'on sait comment les émotions agissent sur nous d'un point de vue non verbal? La réponse est un gros oui. Si je prends l'exemple de la peur, lorsque nous en ressentons, il y a donc une décharge d'hormones qu'on appelle l'adrénaline, entre autres. Et l'adrénaline, on sait exactement ce que ça produit sur notre corps. Augmentation du rythme cardiaque, du souffle, dilatation des pupilles, etc. Car oui, on se prépare à fuir ou attaquer et le système se met en activité. Et ça, c'est universel. Je leur dis, car c'est hyper important, nous savons comment la peur agit sur notre corps de manière universelle. Et là, je vous ai donné un exemple avec la peur, mais est-ce que les autres émotions sont universelles? D'ailleurs, y a-t-il une liste des émotions? Non. Il n'y en a pas une, il y en a 1000. Combien? Pas des émotions, mais des tentatives de lister les émotions, il y en a 1000. Nombreux sont les scientifiques qui ont tenté de lister ces émotions en essayant d'avoir la liste la plus aboutie, la plus pertinente, afin de laisser leur nom dans la postérité. Et c'est d'autant plus difficile de lister ces émotions que le vocabulaire pour définir ces émotions est également très large. Est-ce que la colère, la haine, la rage
La fureur, l'irritation, l'agressivité sont la même chose. Et pour ajouter une couche de difficulté, les émotions se mélangent. Il est tout à fait possible de ressentir plusieurs émotions en même temps. Des fois, c'est même une émotion qui nous amène à une autre émotion, comme la peur amène souvent à la colère. Si, regardez. Alors, quelle liste et quel vocabulaire choisir ? Pour les spécialistes en langage non verbal, il ne fait aucun doute. C'est Paul Ekman qui fait référence. Oui, le même Paul Ekman que j'ai déjà défoncé dans cette vidéo, car il prétendait pouvoir détecter le mensonge. Alors certes, il a fait de la merde au niveau du mensonge, mais ses travaux sur les émotions de base font référence et représentent une excellente base. Non pas que sa liste d'émotions est meilleure ou plus intelligente que les autres, simplement que sa liste d'émotions a été notamment conçue sur une base de langage non verbal. Et là, il nous a vraiment fait faire un bond en avant sur ce thème. Et là où ses recherches sont particulièrement intéressantes, c'est qu'il s'est posé la question « Est-ce que les émotions sont innées ou acquises ?» Si elles sont acquises, cela signifie qu'elles peuvent apparaître de diverses manières partout autour de la planète. Mais si elles sont innées, cela signifie qu'elles apparaîtront de la même manière et universellement, quel que soit l'humain qui vit cette émotion. Alors, pour éviter un maximum de biais, il a fait le tour du monde pour photographier le visage de milliers de personnes. Il est notamment parti voir des peuples qui vivaient dans la forêt et qui n'avaient jamais été influencés par notre monde moderne. La télévision, la culture américaine et tout ça. Et ça, c'est important. Parce que s'il a fait ça, c'est pour qu'on ne puisse pas lui dire « Oui, mais aujourd'hui, la culture américaine est partout, il y a donc un biais car la culture américaine a pu influencer le langage non verbal tout autour de la planète. » Bref, il lui fallait donc travailler avec des peuples vierges de toute influence extérieure. Et il est allé voir comment ces émotions apparaissent chez eux. Et où qu'il aille, il notait que les mêmes expressions faciales se dessinaient sur nos visages et que les mêmes tensions sur le corps apparaissaient. Sa conclusion, c'est qu'il y a un certain nombre d'émotions de base qui semblent être le produit de l'évolution humaine, qui sont innées et donc universelles. Sa liste d'émotions, c'est la joie, la peur, la colère, la tristesse, la surprise, le dégoût. Des fois, le mépris est ajouté à cette liste, des fois pas. Pour ma part, je l'ajoute car il a tout à fait sa place d'un point de vue non verbal. Je sais, l'épisode est un peu plus long, cependant nous avons posé les premières bases théoriques essentielles sur le langage non verbal. Voici ce que l'on peut retenir de l'épisode. 1. C'est l'universalité de nos émotions, et ça en tant que spécialiste en langage non verbal, l'universalité, on aime. Et le deuxième point, c'est l'hypothèse que l'apparition de l'émotion précède la prise de conscience et la gestion de cette dernière. Ceci est notamment une piste de réflexion sérieuse pour expliquer le phénomène de micro-expression. J'espère que cet épisode vous a plu, que vous y avez appris des choses. Comme je vous l'ai déjà dit, cet épisode a été compliqué à écrire car je ne savais pas jusqu'à quel niveau de précision je voulais aller et quel angle je voulais prendre pour parler de tout ça. Bref, c'est fait, j'avance, car si je réfléchis trop, je vais encore avoir envie de réécrire et de réenregistrer, de réécrire et de Bref. Je touche plus rien à cet épisode, il aura le destin qu'il aura. Prochain épisode, on reprend ses émotions et on regarde concrètement ce qu'on peut voir d'un point de vue du langage non verbal. À bientôt.